Député de Drummond. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je dois vous dire d'entrée de jeu que je ne serai pas la vedette de ce segment. En fait, je fais la première partie du discours de mon collègue de Berthier-Maskinongé et j'en suis honoré. Je suis un amoureux du Québec, Madame la Présidente. J'ai eu la chance, un privilège énorme de voyager partout sur le continent dans le cadre de mon travail précédent et à plusieurs endroits dans le monde pour le plaisir. Et partout où je passe, partout où on passe, quand on dit qu'on est du Québec, on se fait poser un paquet de questions. On est curieux. Qu'est-ce que c'est que cette bébite, que ce Québec qui refuse de se fondre dans l'océan anglophone de l'Amérique du Nord? Qu'est-ce que c'est que ça, ce bout de pays où les gens ne mangent pas la même chose qu'ailleurs au Canada? C'est vrai? Où la mode est différente. Regardez le député de Longueuil-Saint-Hubert, Madame la Présidente. Aujourd'hui, il n'est pas pire, mais habituellement, il nous surprend. Où l'immense majorité des artistes préfèrent s'épanouir dans leur langue plutôt que de profiter de la manne qui est à leur portée avec le marché anglophone. Et pour qui toute la nation monte au créneau pour qu'on leur réserve la place qui leur appartient sur les ondes radio, dans nos télés, dans nos cinémas, sur les plateformes de diffusion. On a brièvement parlé tout à l'heure du projet de loi C11. Mon collègue de Charlebourg-Saint-Charles qui en parlait dans son discours ce matin. Madame la Présidente, le projet de loi C11 est une belle démonstration de la différence qui existe entre le Québec et le reste du Canada. Alors qu'au Québec, la communauté et l'industrie culturelle se sont mobilisées pour défendre la spécificité de la culture et de la culture d'expression française particulièrement. Dans le reste du Canada, on avait d'autres préoccupations et on s'opposait à ce projet de loi pour d'autres raisons qui sont les leurs, c'est correct. Mais ça démontre encore une fois qu'il existe des différences et ces différences-là sont importantes. Non mais, de que c'est que cette nation, pour parler de différence, Madame la Présidente, encore une fois, où les femmes se marient sans prendre le nom de leur époux. Et ça, c'est quand elles se marient, parce qu'on se marie moins au Québec que dans le reste du Canada, puis pas parce que nos gens sont pas beaux et sont pas en amour. On pense juste pas pareil. Et une nation où les parents, de plus en plus souvent d'ailleurs, donnent le nom de famille de la mère à leurs enfants. C'est assez nouveau, ça. Qu'est-ce qu'on pense d'un Québec, nous demande-t-on à l'étranger, Madame la Présidente, qui rejette l'exploitation des énergies fossiles au profit des énergies renouvelables, qui préfère les autos électriques aux gros pick-up, trop gros pour nos besoins. Puis surtout, on gère ça comment? Une nation qui veut, à tout prix, protéger sa langue et sa culture, ses valeurs fondamentales, son modèle de société. Parce qu'il est souvent là le nœud du problème. Nos différences de point de vue sur le modèle d'intégration, le modèle de société. Celui du Québec, il se veut ouvert. Mais il requiert aussi une ouverture de la part de ceux et celles qui veulent s'y intégrer. Pas une ouverture au point de s'oublier et de se fondre dans une masse homogène. Non, c'est pas du tout ça qu'on veut. Mais une ouverture aux valeurs fondamentales qui sont le socle de la société québécoise. L'égalité entre les hommes et les femmes, la séparation de la religion et de l'État, le français comme langue officielle et comme langue commune. D'ailleurs, peut-être que plusieurs collègues en cette Chambre l'ignorent, mais il existe au Québec une déclaration à laquelle s'engagent celles et ceux qui souhaitent s'y établir. On y lit ceci. Le Québec est une société pluraliste qui accueille des personnes immigrantes venus des quatre coins du monde avec leur savoir-faire, leurs compétences, leur langue, leur culture et leur religion. Le Québec offre des services aux personnes immigrantes pour faciliter leur intégration et leur participation pleine et entière à la société québécoise, afin de relever les défis d'une société moderne tels que la prospérité économique, la pérennité du fait français et l'ouverture sur le monde. En retour, les personnes immigrantes doivent s'adapter à leur milieu de vie. Toutes les Québécoises et tous les Québécois, qu'ils soient natifs, ou immigrés, ont des droits et des responsabilités et peuvent choisir librement leur style de vie, leurs opinions ou leur religion. Cependant, tous doivent respecter toutes les lois, quelles que soient leurs convictions. L'État québécois et ses institutions sont laïques. Les pouvoirs politiques et religieux sont séparés. Toutes les Québécoises et tous les Québécois jouissent des droits et libertés reconnus par la Charte des droits et libertés de la personne et d'autres lois, et ont la responsabilité de respecter les valeurs qui y sont énoncées. Valeurs communes. Les principales valeurs énoncées dans cette charte qui fondent la société québécoise sont les suivantes. J'en ai nommé 3 tantôt. Le Québec est une société libre et démocratique.
Les pouvoirs politiques et religieux au Québec sont séparés. Le Québec est une société pluraliste. La société québécoise est basée sur la primauté du droit. Les hommes et les femmes ont les mêmes droits. L'exercice des droits et libertés de la personne doit se faire dans le respect de ceux d'autrui et du bien-être général. La société québécoise est aussi régie par la Charte de la langue française, qui fait du français la langue officielle du Québec, et en conséquence, le français est la langue normale et habituelle du travail, de l'enseignement, des communications, du commerce et des affaires. Ce sont des rappels importants à faire le plus souvent possible dans cette Chambre parce que, on le constate régulièrement, on a tendance à l'oublier, hein? Pas nous. Nous, on s'en rappelle pas pire. Mais on ne se cachera pas que la raison de la résurgence du débat actuel sur la clause dérogatoire, Madame la Présidente, vient beaucoup du fait de l'utilisation récente par le Québec de l'article 33 dans le cadre de lois qui touchent la langue française et la laïcité de l'État. Et on revient souvent dans le débat public sur le parcours du Québec au fil des 75-80 dernières années, depuis les années 60 en fait. Je pense que c'est là que les différences ont vraiment commencé à se faire sentir plus fortement. Hein? L'affirmation des Québécoises et des Québécois, l'affirmation de leurs valeurs, le désir de faire reconnaître leurs valeurs, leur vision de la société, sans gêne, sans honte. On s'est libéré de quelque chose, ça a été un long processus, mais on s'est libéré de quelque chose. Et on a souhaité une société laïque, où la religion, justement, prenait le bord, parce que l'Église catholique a eu la mainmise sur la société québécoise pendant de trop nombreuses décennies. Et là, on voulait une société où l'Église ne met pas ses grosses pattes. Moi, je suis un enfant de cette génération-là, Madame la Présidente, né dans les années 60. J'ai étudié chez les frères, j'ai été servant de messe, on allait à l'église tous les dimanches, et même plus, dépendant de l'humeur de maman. Alors, je comprends très bien le cheminement de la société québécoise, ce cheminement qui a mené au rejet de la religion dans les affaires de l'État, pas au rejet de la religion dans la vie du monde. Les gens ont le droit, et tout le monde pense ça, chez nous, au Québec. Tout le monde pense que tout le monde a le droit de croire à ce qu'il veut. Mais cette croyance-là, cette conviction religieuse-là, se pratique en privé. C'est quelque chose qui ne se pratique pas dans les services offerts à la population, dans les services de l'État. Et par ce cheminement-là, quand on le comprend, quand on l'explique bien, on comprend aussi la vigueur avec laquelle les Québécois tiennent à distance le religieux des affaires de l'État. Mais le problème aussi, c'est que les années passent et que les témoins de ce chemin parcouru sont de moins en moins entendus. Alors, il me semble encore plus pertinent aujourd'hui de ne pas tomber dans le piège de la division, qui semble d'ailleurs être le cheval de bataille du premier ministre. Je fais juste donner l'exemple d'hier, quand on l'a entendu accuser le Bloc québécois de se foutre des francophones hors Québec. J'ai rarement entendu quelque chose d'aussi insultant, Madame la Présidente. Je reviens à C11, justement, qui était C10 auparavant et pour lequel le Bloc québécois a travaillé avec les associations francophones de partout au Canada, au Nouveau-Brunswick, les Acadiens, les francophones hors Québec de partout, tout le monde ensemble pour faire valoir l'importance de mettre en valeur la culture francophone du Canada au complet dans notre système de radiodiffusion. Alors, se faire dire ça hier, c'est une insulte inacceptable. Mais bref, ne tombons quand même pas dans le piège de la division, parce que la seule chose qui va faire en sorte qu'on va pouvoir bâtir une société dans laquelle on va pouvoir collaborer malgré nos différences, elles sont là, nos différences. Et peu importe le modèle de société qu'on aura au cours de l'histoire, hein, que ce soit au sein d'un Canada plus ou moins fonctionnel, ou avec un Québec indépendant qui sera un bon partenaire et un bon voisin, il va falloir qu'on apprenne à maintenir le dialogue, à se parler et à apprendre à se comprendre et se respecter si on veut, justement, travailler de façon productive et intelligente, sinon on va toujours se chicaner. Alors, au diable les discours populistes, Madame la Présidente, au diable la désinformation, et je réitère le fait que la clause dérogatoire, même si ça ne doit pas être un buffet à volonté, est un outil important, justement, pour préserver la vision du Québec pour une société laïque, pour préserver, pour protéger le Québec, ses valeurs fondamentales, qui, parfois, peuvent choquer
certaines personnes qui ne la comprennent peut-être pas, la réalité du Québec. J'arrête ici, Madame la Présidente, et je vous remercie. Questions and comments. The Honourable Parliamentary Secretary to the Government House Leader, Senate. Thank you very much, Madam Speaker. You know, I think that really the problem with the notwithstanding clause in recent years has been the preemptive nature or the preemptive use of it. And, you know, I specifically think of the most recent example in Ontario where Doug Ford, the Premier of Ontario, used the notwithstanding clause to preemptively limit the ability for teachers to strike. Now, I know that the Bloc will come into this House quite often, Madam Speaker, and talk about how they are great, they encourage and they are great supporters of the labor movement and of unions specifically. So my question for the member from the Bloc is, would he support the use of the notwithstanding clause by the Quebec government if they were doing what Doug Ford had done, which was to limit teachers' rights to collectively bargain? I hope he can answer that rather than deflect. L'honorable député de Drummond. Madame la Présidente, c'est vraiment une question un peu je ne critiquerai pas la question. La question fondamentale là-dedans, c'est qu'il appartient aux assemblées législatives et à l'Assemblée nationale de déterminer l'usage de la clause dérogatoire. Et ensuite, si c'est contesté, bien, ce sera contesté et ça pourra l'être. Et le droit d'utiliser la clause dérogatoire, ça implique aussi qu'on puisse parfois se tromper. D'où le recours aux tribunaux. Maintenant, pour ce qui est de l'utilisation préventive de la clause dérogatoire, il y a un jugement, là, le jugement Ford en 88, qui disait justement, la Cour suprême, là, qui disait qu'on ne pouvait pas s'opposer à l'utilisation préventive de la clause dérogatoire, Madame la Présidente. Et honnêtement, entre vous et moi, c'est pas mal moins coûteux pour la société de l'utiliser de manière préventive que d'être obligé d'aller la défendre et contester à coups d'avocats, puis de centaines de milliers, puis des millions de dollars, alors qu'on va revenir au même résultat au bout de la ligne. Un commentaire, l'honorable député de Charlebourg-Saint-Charles. Merci, Madame la Présidente. J'ai bien écouté le discours de mon collègue et je suis en accord avec lui sur la grande majorité de son discours. Comme Québécois, on veut tous le meilleur pour le Québec, pour notre culture, pour notre façon d'être. Ça, je l'appuie à 100 %. Par contre, une chose est sûre, si on veut faire la souveraineté, il faudrait que mes collègues se fassent élire à l'Assemblée nationale parce que c'est là que ça va se passer, pas ici à Ottawa. Ma question concerne la loi C11. Au niveau de C11, oui, il y a des éléments de C11 qui sont là pour protéger le français, la culture francophone, les Québécoises, bien entendu. Mais moi, ce qui m'inquiète de mon côté, c'est l'effet de C11 sur le contrôle de l'information dans les plateformes et la possibilité qu'un gouvernement fédéral, que le CRTC pourrait décider de changer les algorithmes afin d'empêcher, comme certains pays font, d'empêcher les contenus étrangers d'accéder à nos plateformes. Est-ce qu'ils ne voient pas là un danger important comme Québécois? Là, un moment, s'il vous plaît, l'honorable député d'Outremont, un rappel au règlement. Oui, Madame la Présidente, et désolée, je fais appel à vous, Madame la Présidente, parce que la question n'est pas du tout reliée au débat devant nous. Je dois laisser une certaine latitude, et d'autant plus qu'il y a eu référence auparavant à la loi C11. L'honorable député de Drummond. Excellent, Madame la Présidente. J'allais justement dire la même chose. Je pense qu'il y a une pertinence parce que j'ai évoqué C11 dans mon discours pour parler des différences de point de vue qu'il y avait entre le Canada, le reste du Canada et le Québec. Et à la question de mon collègue de Charlebourg-Saint-Charles, je répondrai ceci. Effectivement, il y a eu des inquiétudes par rapport à la possible manipulation des algorithmes ou le contrôle des algorithmes des plateformes, des géants du Web, à des fins qui sont tout à fait discutables. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ça que C11 veut faire. Peu importe le moyen, le CRTC doit pouvoir vérifier que les objectifs sont rencontrés. Alors, on ne donne pas le pouvoir au CRTC d'imposer un contrôle sur les algorithmes des médias sociaux. Je ne serais pas d'accord avec ça. Je suis d'accord cependant que le CRTC puisse prendre tous les moyens possibles et nécessaires pour s'assurer que les objectifs de la loi sur la radiodiffusion soient rencontrés. Et c'est là la nuance et c'est là qu'on diverge peut-être de point de vue sur la façon dont c'est rédigé. Mais c'est tout à fait légitime. Questions et commentaires. Questions and comments, l'honorable député d'Outremont.
Merci, Madame la Présidente. Et justement, pour faire suite à la question de mon collègue conservateur, et vu que c'est la deuxième question que nous puissions poser de la part du gouvernement libéral, je me demande si le Bloc, peut-être, eux, ils savent pourquoi les conservateurs ne veulent pas se mouiller dans ce débat. Si je constate que les conservateurs n'ont pas encore pris de position sur la question que les membres du Bloc québécois nous posent aujourd'hui, est-ce que mon collègue pourrait peut-être nous éclairer là-dessus? Député de Drummond, dans 10 secondes au moins. La réponse courte, c'est non. La réponse longue, c'est je présume que les conservateurs ont lu la motion proposée par le Bloc et ils trouvent que ça a juste beaucoup de bon sens, puis ils attendent à la fin de la journée pour dire qu'ils sont en faveur. Reprise du débat. L'honorable député de Berthier-Maskinongé. Merci.